Bienvenue sur Entreprendre sa vie, la chaîne où nous explorons les parcours de vie inspirants de ceux qui ont osé se réinventer, créer leur vie et prendre leur vie en main. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir sur la chaîne Jessica, artiste peintre, formatrice, organisatrice de retraite. Bienvenue à toi, Jessica, sur le podcast. Merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors, je m'appelle Jessica, je suis artiste peintre et facilitatrice de stages et de retraites holistiques pour femmes, qui sont des espaces de transformation où j'allie peinture, féminité et intuition. Merci pour cette petite présentation. Donc on va revenir un petit peu en arrière pour explorer ton parcours de vie, ton chemin. Nous parler un petit peu de ta jeunesse et de tes racines. Dans quel environnement tu as évolué ? J'ai grandi dans le sud de la France, dans une petite famille avec mes parents, ma sœur, et une enfance, alors comme ça, de prime abord, plutôt heureuse et joyeuse. J'ai manqué de rien, mais quand même, j'ai manqué de stabilité au niveau de l'émotionnel et de la présence de mes parents. Et je pense que c'est ce qui a impacté beaucoup ma vie d'aujourd'hui, puisque je me suis mis très tôt, toute petite, à peindre. Je me sentais seule, en fait. Je m'ennuyais beaucoup. J'avais des parents pas très disponibles, malheureusement, de par leur quotidien, une vie assez stressante. Et donc, au final, cette solitude, ce manque affectif, je l'ai un peu comblé avec la pratique de la peinture, parce que très jeune, je me suis plongée dans ça. Et ça m'a créé comme un monde, en fait. Je me suis mis dans mon monde. Ok, merci beaucoup pour ce partage. Et du coup, très jeune, tu as eu un rapport avec la peinture, avec les arts. Tu as continué à explorer ça tout au long de ta jeunesse, à travers ton adolescence, etc. Ou tu pensais explorer d'autres pistes à ça ? Alors ouais, ça m'a suivi vraiment tout le long de ma jeunesse. J'ai commencé à prendre des cours de 7 ans à 12-13 ans. J'ai pas arrêté, c'était vraiment mon activité plaisir. Je faisais pas beaucoup de sport en fait. Le mercredi, moi, c'était les cours de dessin, de peinture, de créativité. Donc ça m'a suivi comme ça jusqu'à l'adolescence et même après, parce que j'ai commencé à peindre vraiment des grands tableaux. Et c'est vers les 15-16 ans que j'ai commencé d'ailleurs à vendre mes premières toiles. D'abord en commençant comme ça autour de la famille, des amis. Et ça m'a suivi jusqu'à mes études puisque j'ai étudié aux Beaux-Arts. Et du coup, tu viens de nous dire que tu as déjà t'as déjà eu une expérience en tant qu'artiste. T'as même réussi à vendre tes premières toiles à 15 ans. Waouh. Ouais, ça s'est fait vraiment naturellement. Je peignais et puis j'accrochais chez mes parents en fait les toiles que je faisais. Bon, mes parents étaient super soutenants et fiers de tout ce que je créais. Et dès qu'il y avait des amis ou de la famille qui venaient, en fait, du coup, c'est à vendre. Ah, mais nous on veut bien. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Ah super. Et j'ai une anecdote d'ailleurs sympa de un moment où mes parents vendaient la maison. Il y avait une toile accrochée dans le salon. Et il y a des gens qui sont venus visiter la maison. Ils ont pas pris la maison, mais ils sont repartis avec cette toile. Et c'était d'ailleurs la première toile que je vendais à plus de 800 €. Donc j'avais genre 18 ans. C'était waouh. Ah ouais. Ouais, impressionnant. Ouais. Je me rappelle les acheteurs m'avaient demandé et à combien elle est, parce que donc ils avaient vu d'autres tableaux et celui-là, celui-là il est vraiment beau, et à combien il est. Et là j'avais pris tout mon courage, j'avais sorti je crois que c'était 800 et quelques, et elle m'a tendu la main, je vous le prends. Ah, j'étais waouh, extraordinaire. Comme quoi des fois de bien s'ancrer avant de dire quelque chose, ça fonctionne. Ouais, parce que du coup c'est une bonne transition par rapport au rapport à l'argent. C'est-à-dire comment en tant qu'artiste tu établis le prix de vente de ton tableau, enfin à combien tu estimes telle œuvre, etc. Et à quelle étape de ta vie aussi, parce que j'imagine que typiquement à ton adolescence, peut-être que les toiles tu les estimais peut-être un petit peu moins. Ouais, alors cette toile c'était particulier, c'était vraiment une toile sur laquelle j'avais passé beaucoup de temps parce que c'était une danseuse flamenco, donc elle était magnifique, mais voilà, on va dire que tant que le prix que je dis est vraiment aligné avec le temps que j'ai passé, ce que j'y ai mis comme énergie et tout, ça passe, c'est ok quoi. Après, des fois, cette question pour le prix, elle revient souvent. Comment je fais et des fois, c'est vrai que en choisissant le prix d'une peinture, si le prix résonne pas, je vais pas mettre le prix auquel j'ai pensé parce que ça veut dire qu'il y a un truc qui est pas aligné en moi. Donc en général, je vais vers le prix où je sens que c'est ok. Voilà. Et des fois c'est moins. Des fois il y a une toile, je sais pas pourquoi,
je vois tout son potentiel, sa valeur, et je décide que je ne la vendrai pas en dessous de tel prix, mais après d'autres potentiellement mettre un prix plus bas, voilà, ça dépend. D'accord. Mais c'est vrai que clairement ça a évolué. J'aurais jamais osé mettre les prix que je mets maintenant quand je commençais et que j'étais jeune, quoi. J'ai vendu des grandes toiles pour, quand j'y pense, à, je sais pas, 200 €, mais c'est rien, quoi. C'est peanuts. Donc ça, c'était avant. Ouais. Voilà. Une belle expérience parce que en termes de développement personnel, là, réussir à valoriser son travail déjà à ton âge, à cet âge-là, je trouve que c'est assez impressionnant quand même. Du coup, là, ça c'est quand tu étais adolescente. Ensuite, tu as continué dans la peinture directement. Enfin, je veux dire, à partir du lycée, tu t'es dit, je continue dans l'art ou je fais autre chose. C'était une évidence. J'ai fait donc au lycée, j'ai fait mon parcours économique et social, et je savais que j'allais intégrer les Beaux-Arts après. C'était sûr. J'avais aussi, c'était important. J'avais l'aval de mes parents. Hein, voilà, à cet âge-là, c'est quand même aussi super important. Et donc j'ai été prise aux Beaux-Arts de Montpellier. J'étais partie pour faire le cursus complet, donc c'est 5 ans. Et en fait, grosse désillusion. À la fin de la première année, déjà, je sentais que c'était pas en fait ce à quoi je m'attendais, mais il fallait que je le vive pour le comprendre, et surtout pour pas avoir de regrets, parce que je pense que si je n'avais pas fait les Beaux-Arts, je l'aurais regretté toute ma vie en me disant oui et peut-être. Et en fait, non, je l'ai fait, et c'était pas pour moi. Clairement, ça m'a coupé dans ma créativité, parce que moi, et ça c'est ce que j'ai compris grâce aux Beaux-Arts, donc merci les Beaux-Arts, c'est que en fait je peignais pour le plaisir des beaux intérieurs, voilà, de mettre une toile et d'habiller un intérieur, d'habiller un mur, de créer une atmosphère. D'ailleurs, j'adore la décoration d'intérieur et tout, donc ça fait sens. Et je crée vraiment que dans cette énergie-là. J'aime ces couleurs, ces intérieurs me plaisent. Quelle toile je mettrais dans un intérieur comme ça? Et puis je me lançais. Et en fait, aux Beaux-Arts, c'est pas du tout ça qu'ils recherchent, quoi. Ils recherchent des artistes qui se lancent, des artistes plasticiens qui se lancent dans une carrière où il y a vraiment une intellectualisation du processus artistique qui en fait n'allait pas du tout avec mon côté intuitif, spirituel. Enfin là, à cette époque-là, j'avais pas vraiment cette vision-là. Je comprenais pas les choses comme ça. Mais maintenant, avec du recul, en fait, c'est que ça collait pas avec mon essence d'artiste qui juste a besoin de s'exprimer avec les couleurs, les formes qu'elle veut, sans justement, quoi. C'est la pratique artistique qui me permet, moi, de stopper le cheval fou. Donc je vais pas commencer à intellectualiser une pratique. Et c'est bon, après les artistes plasticiens, je respecte, hein, c'est leur chemin, mais moi c'était pas le mien. Voilà. C'est intéressant parce que du coup, oui, tu t'es pas retrouvé dans ce cadre, enfin quand t'as proposé, dans cette façon de voir les choses, mais néanmoins t'as quand même pu apprendre des bases, des techniques en termes de couleurs, en termes de volume, de lumière, de travail. Oui. J'imagine, je suppose, parce que j'ai pas fait les Beaux-Arts, mais je suppose que ça, tu dois apprendre pas mal de choses en termes de technicité. Mais trop de technicité, du coup, t'en peut-être un petit peu bridé, comme tu disais, bloqué, restreinte. Ouais. Aussi. Ouais, mais c'est vrai que tu as raison, j'ai aimé les cours où j'apprenais vraiment des techniques particulières. On a vu plein de choses, un éventail très large j'ai testé la photo, la céramique, enfin on avait plein de possibilités, donc ça c'était génial. Mais après c'était sur la finalité, comment on amène notre travail au monde avec un message, avec j'étais peut-être pas mûre aussi, je sais pas, c'est un tout, mais je suis sortie des Beaux-Arts, j'ai dit, déjà je suis sortie à la 3e année, donc je suis pas allée au bout des 5 ans. D'accord. Et je n'ai plus touché de pinceau ensuite. J'ai fait c'est comme les sportifs de haut niveau, là, qui disent que, par exemple, ils ont quitté les bassins, là, les nageurs, et puis que pendant un temps, ils ont plus du tout nagé ou quoi. J'ai fait un rejet complet. Okay. Parce que malheureusement, j'ai fait un amalgame. Je me suis dit, ok, c'est ça, être artiste. Donc je ne veux pas ça. Donc j'arrête. Et il y a plus de peinture dans ma vie. Okay. Mais c'était vraiment radical, quoi. Et tu es partie dans quelle direction, du coup? C'est posé pas mal de questions, parce que j'avais déjà fait 3 ans, donc je me suis dit, oh là là, cette sensation d'avoir pas choisi la bonne voie. Mais en fait, bon, j'avais toujours mes parents très soutenants qui me disaient non, rien n'est perdu. Et
Et je me suis tournée vers le commerce international. Alors comment je suis arrivée là? C'est qu'en fait j'adorais les langues, les langues étrangères, l'espagnol, l'anglais, et j'ai trouvé une formation où j'allais pouvoir utiliser les langues, mais avec une finalité particulière selon le marché, pour trouver du travail. Voilà. Donc je me suis lancée dans ces études de commerce international. D'accord. Que je ne regrette pas du tout, parce que je suis aujourd'hui complètement trilingue, anglais-espagnol. J'ai vécu, grâce à ça, 1 an aux États-Unis. Et puis après, l'école de commerce que j'ai fait pour clôturer pendant 2 ans, un master, ça m'a donné, mine de rien, avec tous les cours de marketing, l'approche business, ça m'a donné un regard business, quoi. Ouais. Et pour être artiste, faut se vendre, il faut accepter l'idée que c'est un business, en fait. C'est intéressant en fait d'avoir ce double profil que je trouve chez toi en fait, c'est ce côté artiste, donc avec cette sensibilité et puis le lien avec la spiritualité dont on parlera un peu plus tard, et ce côté commerce en fait. Et parce que j'ai l'impression que je connais quelques artistes dans mon entourage que parfois ils ont un problème, tu vois, avec le fait de savoir se vendre, oser se vendre. Mais au final, on retrouve ça dans pas mal de métiers. En tant que développeur ou même dans d'autres métiers, il y a toujours le problème de la légitimité. Est-ce que je suis légitime dans mon métier? À combien je m'évalue? À combien je pose mon offre? Et ça revient souvent. Et du coup, je trouvais ça intéressant, tu vois, ton profil un peu touche à tout, avec où il y a 2 mondes qui se rejoignent. Même plus que 2 mondes, parce que la spiritualité, on verra plus tard, le commerce et l'art. Et je trouve ça intéressant, tu vois. Donc, je pense pas qu'il y ait de mauvais choix, tu sais, de carrière ou de chemin, tu sais. Et on vient prendre des morceaux à droite à gauche, tu sais, des compétences. Et je trouve ça intéressant, tu vois, ton approche. Et j'imagine que ça a pu t'aider aussi actuellement dans ce que tu fais actuellement, d'avoir pu déjà voyager à l'international. J'imagine que ça a dû t'ouvrir l'esprit aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette année Oui, alors je suis partie aux États-Unis. Alors j'avais le choix soit entre l'Europe et les États-Unis, et tu vois, j'avais l'idée, non, moi c'est les États-Unis, parce que dans ma promo, ils sont tous partis en Angleterre. Et j'avais eu des échos comme quoi Erasmus en Angleterre ou quoi. Au final, on se retrouve avec beaucoup d'autres Européens, on fait la fête et tout. Moi, j'avais vraiment cette idée, non, mais j'adore l'anglais, je veux parler anglais, je veux me retrouver avec des Américains, quoi. Et donc ça a été le cas, parce que je me suis retrouvée en plus dans une région pas super glamour, disons, dans le Wisconsin, à côté des Grands Lacs, dans les terres vraiment centrales des États-Unis. Le bilan de cette expérience, avec maintenant du recul, c'est merci, parce que voilà, au niveau de la langue anglaise et tout, ça a ancré quelque chose, ça y est, quoi, c'est bon. Après, c'était vraiment une année compliquée. Vraiment, j'ai pas des souvenirs j'étais pas bien. Vraiment, clairement, il y a eu tout un truc, un amalgame, je sais pas. C'était une année compliquée, moralement, physiquement. Et du coup, j'ai pas vraiment des super souvenirs. Bon, ça fait quand même une belle expérience de voyage à l'étranger pour voir une culture différente déjà, un point de vue sur les choses différents. Oui, et les rencontres que j'ai fait aussi, enfin ça m'a, Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes expériences professionnelles? Je veux dire, j'imagine que tu as dû à un moment donné travailler pour gagner ta vie, quand tu sors de la fac, quand tu es à ce niveau-là à peu près, ou quand tu sors des Beaux-Arts. Quand je sors des Beaux-Arts, non, parce que je suis encore étudiante, donc là je me redirige vers en commerce international et langue. À la fin de ces 3 années de fac, là, c'est là où je pars aux États-Unis. Et ensuite, je fais mon fameux master dans une école de commerce pendant 2 ans. Et je le fais en alternance, parce que j'en ai un peu marre d'être étudiante. Et je me retrouve alternante dans un grand groupe, dans un service achat. J'étais partie pour être acheteuse. Donc acheteuse, c'est dans les grosses entreprises, il y a vraiment des services achats selon le milieu de l'entreprise, selon le domaine, il y a toutes sortes d'achats. Et là, je me perds complètement, quoi. C'est oh là là. Pendant ce master, ce qui m'a fait tenir, c'est l'amitié que j'ai liée avec certaines personnes et qui mettaient de la joie dans mon quotidien, mais ça a été l'angoisse ces 2 ans. Déjà, faut savoir que
Dans cette école, alors j'étais dans le cursus international, donc ça c'était super, une classe complètement, en fait tous nos cours étaient en anglais. On avait énormément de présentations, tout le temps des choses à l'oral à faire. Et là, je me suis rendu compte. À l'école, du coup. Oui, à l'école de commerce. C'est-à-dire toutes les semaines des présentations, des exposés, mais c'était super, c'était pour nous rendre des personnes à l'aise à l'oral et là je me rends compte que j'ai absolument pas réglé mon problème de l'enfance, ma grande timidité, parce que j'ai pas dit ça, mais petite, je suis timide maladive, vraiment, je peux rien faire toute seule, je deviens toute rouge, faut surtout pas qu'on me voit, qu'on m'entende. Là, je me rends compte pendant ces 2 années dans cette école de commerce que c'est épuisant pour moi parce qu'en fait, on a des exposés tout le temps et je suis en crise d'angoisse avant chaque présentation. Donc ça, pendant 2 ans, mon niveau de stress et bon, je m'occupe de ça. À côté, je commence à avoir quelqu'un pour essayer de gérer ce stress, ces angoisses. Je commence à plonger en moi. Là, je vois qu'il y a des choses qui sont pas réglées. Je suis pas dans la thérapie encore, ça viendra plus tard, mais je suis déjà dans une recherche de comprendre pourquoi j'ai un mal-être comme ça devant des personnes qui me regardent, quoi. Devant le regard des gens. C'était vraiment affreux. C'était bloquant, du coup. Bloquant au point d'avoir, en fait, à l'intérieur de moi, j'avais l'impression que je vivais mon corps se mettait en réponse à un danger énorme, tu vois, genre le cœur qui bat. La mort, quoi, limite. La mort, en fait. C'était vraiment ça. À chaque fois que je me mettais devant cette arène, j'allais mourir, quoi. Et donc, c'était des fois en plein milieu de l'exposé, je me sens pas bien, je suis à 2 doigts de faire un malaise, ou le souffle, le bégaiement, je pouvais pas m'exprimer comme je voulais. Et des fois, pof, ça se passait super bien. Donc, j'alternais comme ça avec cette angoisse en fait, tout le monde devait voir, quoi, que j'étais super mal. Et je voulais tellement cacher ça qu'au final, plus on veut étouffer quelque chose, c'est pire, quoi. Donc ça a été tout un cheminement, c'est encore un travail. Là, pour moi aujourd'hui, c'est une grande sortie de zone de confort parce que j'ai pensé à ça hier. Je me disais, en fait, un podcast, déjà avec des caméras, enfin un micro, c'est porter sa voix, c'est porter vraiment déjà être vu et être entendu et porter son message. Et je me suis dit waouh, c'est pas rien pour moi. La symbolique, elle est belle et elle est forte parce que quand je regarde cette petite fille toute timide, qui peut même pas aller acheter une baguette ou répondre au téléphone tellement elle a l'impression que le monde va s'écrouler si elle fait ça, je reviens de loin. Donc, bravo. Franchement, bravo. Et félicitations à toi pour avoir accepté du coup de passer devant la caméra. Merci pour l'opportunité de faire ça avec toi. C'est super. Ouais, ça c'est. Du coup, c'est vrai que je reviens un tout petit peu en arrière, mais du coup, parce que tu parlais de ton enfance jusqu'à présent assez timide et assez bloquée dès que tu devais prendre la parole. Quand t'étais jeune, du coup, à l'école, c'était pareil, c'était déjà la même chose. Maternelle jusqu'au collège. Difficile de prendre la parole devant tout le monde, j'imagine. En fait, j'ai été une petite fille pleine de vie, super dynamique, aux toutes premières années de ma vie. D'ailleurs, je suis arrivée dans cette famille où mes parents étaient quand même épuisés. Ils étaient en mode survie, clairement. Ils bossaient comme des fous. C'est pour ça que je parlais de ce vide affectif et émotionnel, même si ils ont donné le meilleur, mais bien sûr. Forcément, quand t'es épuisé, en burn-out, stressé, tu peux pas apporter à ton enfant l'attention qu'il mérite, accueillir vraiment ses émotions. Donc j'ai à un moment, avec mon dynamisme, mon énergie, mes émotions aussi qui étaient très fortes, j'ai senti que tout ça, ça avait pas sa place, quoi. Donc j'ai tout éteint, en fait. Il y a tout qui s'est fermé. Et je pense que j'ai compris que dans cette dynamique familiale, en fait, je pouvais pas être pleinement cette petite fille avec toutes ses émotions, avec toute cette énergie. J'épuisais ma maman qui avait déjà plus beaucoup d'énergie. Et donc, en fait, petit à petit, la petite fille qui fait beaucoup de bruit, qui touche à tout, qui saute partout et tout, elle est devenue silencieuse. Faut pas qu'on la voie, faut surtout pas que
Et ça, à l'école, pareil. Je me rappelle, quelqu'un me proposait un bonbon, j'en voulais, je voulais dire oui à ce bonbon, je disais non, quoi. Enfin, Ouais. tu vois, c'est trop bizarre, des trucs. J'étais complètement shut down, fermée, et ça m'a suivi jusqu'au collège. Au lycée, j'ai commencé à me lâcher un peu plus, mais bon, je suis partie dans un autre délire, et là, c'est l'adolescente en colère et pas bien. En rébellion un Ah peu. ouais, en rébellion totale. D'accord. Mais ça me fait Voilà. beaucoup sourire intérieurement. Pourquoi? Parce que j'adore en fait le développement personnel. Enfin, c'est toute la vie de toute façon. Mais ce que j'aime bien, c'est que je me rends compte peu à peu que la plupart des gens qui sont, on va dire, assez sensibles et assez timides, ou qui ont pu expérimenter différentes, soit des blessures, soit des blocages, soit par exemple, toi, tu vois, typiquement le fait d'avoir eu du mal à prendre la parole. Et là, par comparé à ce que tu fais actuellement, c'est comme si, c'est pas qu'il y a une revanche, parce que c'est pas le mot que je cherche, mais c'est plutôt, il y a, comment dire, il y a presque un appel, tu vois, à venir, à explorer une piste qu'on pensait vraiment impossible, en fait. Ouais. Et typiquement, par exemple, quelqu'un qui peut avoir peur du regard des autres, il peut se retrouver sur scène à parler devant des milliers de personnes dans sa vie plus tard, une fois qu'il a débloqué deux, trois choses, tu sais. Ouais. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que, voilà, on est dans tu vois, on expérimente ça à travers des blocages et autres, et quand on les transcende, on arrive à apporter quelque chose, tu vois, voilà. C'est de l'alchimie, quoi. Et en plus, en général, nos plus grandes blessures, c'est derrière ça qu'il y a notre plus grande lumière. C'est ce que je cherchais, ouais, voilà. C'est oui, et ça, cette transmutation, cette alchimie là, elle peut s'opérer que si on choisit d'aller explorer la blessure, le trauma, pour aller chercher la lumière qu'il y a derrière. Mais voilà, si on coupe tout et qu'on veut pas connecter à ça, en fait, toute notre vie, on aura ce blocage, quoi. Et peu à peu, oser explorer ses peurs, parce que j'ai l'impression aussi que nos plus grandes peurs, ce sont nos plus grands succès. Je sais pas, on peut être terrorisé du regard des autres, et quand on arrive à passer par-dessus ça, à travers peut-être des fois, ça peut prendre dans différentes étapes, d'autres, ils y arrivent assez rapidement et assez facilement, en apparence, parce que c'est un chemin qui est intérieur. Et bien, on se rend compte que il y a tout un monde qui s'ouvre, quoi. Enfin, on est clos, en fait, et en fait. De voir un petit peu ces changements, tu vois, chez les gens. C'est un peu aussi pour ça que j'ai créé ce podcast aussi, c'est pour justement aller explorer ça et chercher chez les gens qui sont, tu vois, au fond d'eux, tu vois, et de faire les liens entre ce qu'ils étaient petits, ce qu'ils sont devenus actuellement, et voir par où ils sont passés, etc. Oui, je comprends, c'est super inspirant, parce qu'en fait, dans les histoires de chacun, on voit que tout le monde a sa part de blessures et d'ombre, et dans certains parcours, on ne pourrait pas s'imaginer comme ça le chemin qui a été parcouru. Donc c'est pour ça que je trouve ça super que tu proposes ça, pour voir justement les parcours qui peuvent inspirer d'autres personnes. Enfin voilà, moi je sais que maintenant j'assume cette part que j'ai voulu tellement rejeter. J'assume encore maintenant de dire là en fait c'est énorme pour moi, c'est une sortie de zone de confort, parce que cette petite fille timide, elle sera toujours là. Enfin, il y aura toujours cette part présente en moi, mais maintenant j'ai le courage, la clarté, l'expérience qui me permet de la prendre, tu vois, par la main là, et de lui dire on a peur, mais on y va, quoi. C'est une belle image, hein, parce que pour la parenthèse, ça me fait penser beaucoup, tu vois, je pense à un tableau ou une image, à cette, tu vois, le nous adulte qui prend par la main l'enfant intérieur qui a manqué de ceci, manqué de cela, qui a eu des besoins, des manques, etc., et qui vient le réconforter. C'est comme quoi on parlait des parents tout à l'heure, mais les parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient dans l'environnement qu'ils avaient eux-mêmes, etc. Donc il y a rien à leur reprocher du tout, au contraire. Et en fait, c'est à nous, en fait, de s'apporter cet amour et cette protection, et tout se prendre soi-même par la main, son enfant intérieur, et d'avancer, quoi, tout simplement, et de rester aussi qui on est, parce que si on est sensible, restons sensibles, mais dans une nouvelle force, en fait. Et du coup, ça m'amène à tes activités actuelles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais actuellement, ce que tu as mis en place, et comment tu es arrivé jusque-là? Alors, donc je suis artiste peintre, et naturellement, en fait, j'ai été dans la transmission. Donc j'ai commencé à faire des stages de peinture, et ma particularité, moi, c'est la peinture abstraite, intuitive, libre, qui sort de
y a pas besoin d'avoir eu un enseignement, des cours, il y a pas de prérequis. Mhm. C'est voilà, tout le monde, selon moi, a une part créative, un artiste intérieur, et il s'agit juste de reconnecter à ça. Ma proposition dans mes stages de peinture, c'est vraiment d'inviter toute âme créative à venir explorer par la peinture abstraite la création d'une toile. Mhm. Donc ça, c'est le format stage de peinture. Naturellement, ça a évolué vers des formats un peu plus holistiques. J'ai aussi cheminé, j'ai fait une thérapie, j'ai développé quand même une foi, en fait, une spiritualité qui m'accompagne et qui se retranscrit dans ce que je fais, en fait, parce que c'est qui je suis. Donc dans mes ateliers, je me sens plus comme une facilitatrice de reconnexion à notre potentiel, Mhm. parce que je donne, oui, alors je transmets des techniques, mais j'aide surtout les personnes à se faire confiance, en fait. D'accord. Donc petit à petit, j'ai vu que c'était plus fort que juste créer une toile, en fait. Les gens venaient dans cet espace et c'était comme s'ils reconnectaient à une joie enfantine de créer quelque chose sans règles, Ouais. avec juste une facilitatrice, Jessica, qui donne juste le cocon bienveillant, l'espace et quelques outils. Mhm. Et qu'en fait, ils ont tout en nous, tout en eux. Oui, on a tout en nous. Donc c'est là où naturellement j'ai opposé. Mais c'est venu, de 2-3 ans que je faisais mes stages. Je me suis dit, il faut que je fasse un format de retraite. Où là vraiment je peux proposer bien plus que juste l'aspect peinture. Alors j'avais déjà un format sur une demi-journée, sur une journée entière avec une toile plus grande. Mais là, les retraites, ça m'a vraiment permis de proposer un espace de transformation, en fait. Parce que j'en avais pas conscience en créant ça, Mhm. mais c'est à la fin de chaque stage, en voyant les visages des gens, en entendant ce qu'ils disaient quand on clôturait la retraite, leur retour, leurs mots, je me suis dit, waouh, ça peut vraiment créer quelque chose de magique. En fait, dans un espace de remettre l'art, la féminité, parce que oui, je m'adresse aux femmes, Mhm. l'art, la féminité, l'intuition, les rituels, de remettre ça au centre de nous-mêmes, alors que dans nos vies, on est à l'opposé de ça, enfin, avec les vies qu'on mène, la créativité, l'intuition, les énergies féminines, en tant que femme, on n'est pas vraiment connecté à ça dans un monde très tourné vers la performance, vers Familial, voilà. les obligations. Le patriarcat, enfin voilà, on est Mhm. quand même encore dans une société où si nous on écoute nos cycles, ça va pas avec le monde de la société, parce Ouais, bien sûr. que ça voudrait dire que on va pas travailler de temps en temps, parce qu'il faut qu'on se replie sur nous-mêmes. Enfin, malheureusement, c'est à moins de vraiment changer de vie et de créer sa nouvelle réalité. Mhm. Là c'est possible. Dans le milieu du salariat, voilà, comme tu disais, à partir du moment où t'as un boulot de salarié, une famille et tout, c'est compliqué, quoi, Mhm. d'être à l'écoute de tout ça. De Donc, soi. dans ces retraites, c'est un instant suspendu et transformateur, parce qu'en fait, pour la première fois, je vois des femmes qui connectent à leur énergie féminine, mais c'est aussi simple que d'être à l'écoute, de revenir dans le corps, de créer, parce qu'en tant que femme, voilà, on est naturellement doté de ces dons créatifs, quoi. On est des créatrices dans l'âme, on est faites pour créer la vie, on a toutes ces énergies en nous qui ont besoin d'être exprimées, exploitées, pour retrouver justement son essence. Revenir vers le féminin sacré au cours d'une retraite, c'est ça? Donc du coup, tu explores différentes pistes, tu amènes les personnes à explorer différentes pistes, autant dans le développement personnel, autant dans la créativité, autant vers différentes choses. Oui, il y a différents... Alors, on va dire qu'il y a l'aspect artistique avec la peinture, mais que, voilà, dans les retraites, je m'autorise des choses plus libres, avec
un mix de corporel et de peinture. Enfin, c'est pas un simple cours de peinture abstraite, quoi. C'est vraiment des ateliers, des pratiques. Et je mixe ça avec du mouvement, parce que pour moi, toute énergie, ça passe déjà par le corps. Et voilà, se reconnecter à soi, c'est aussi laisser le corps libérer certaines choses, faire de la place, et ça passe pas par le mental, ça passe par le corps. Donc c'est des pratiques qui sont dédiées à ça, à laisser le mental de côté et à laisser le corps faire. Si on lui laisse la place, il a toutes les ressources, mais il faut lui donner ce temps-là où ça s'arrête, ça se pose, et où il peut faire son cheminement, libérer ce qu'il y a à libérer, et voilà, en fait, l'idée, c'est libérer pour faire de la place, pour créer. Donc, dans ces stages, c'est pas créer juste pour la peinture, c'est créer sa vie, quoi. D'accord. L'œuvre de sa vie. Ah, carrément. C'est l'intention, en tout cas, que je pose dans ces retraites. C'est vous venez là pour venir à la rencontre de vous et ressortir différente par les outils puissants que sont la peinture. J'utilise des rituels de tantra, de yoga, le mouvement, la danse. C'est assez lié, en fait. Tu mélanges différents domaines. Oui, et je pour mélange laisser la tout place ça. à l'expression, à la reconnexion, à l'exploration. Je trouve ça chouette. Hein. Quels sont tes projets pour l'avenir? Des idées, des envies à mettre en place? J'ai de grandes envies, et d'ailleurs 2025, ça va être quand même une année charnière pour moi, parce que je commence une formation. Un grand pas vers moi, parce que je suis passionnée de tout ce qui est les énergies féminines, le tantra, le développement personnel. Et là, j'ai trouvé la formation dans le féminin sacré qui regroupe tout ce que j'aime. Donc pendant 2 ans, là, je vais être à nouveau étudiante. Et vers où ça va me mener, pour le moment, je sais pas, j'ai pas encore la vision claire, parce que c'est déjà un cheminement que je veux vivre pour moi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'est prévue la formation. C'est vraiment sur 2 ans, pour déjà la première année, aller à la rencontre de soi par le biais de tous les outils que propose la coach. Et après, voir comment transmettre ça au monde, parce que je sais, là, ça devient de plus en plus clair pour moi que j'ai ce besoin de transmettre ce qui, au début, me paraissait... non, tout le monde sait ça, ou il y a déjà plein de gens sur le marché ou quoi, mais en fait non, ça c'est ma petite voix du doute qui veut surtout pas que j'aille dans ma lumière, qui me dit ça, mais en fait ça m'appelle de fou, donc je vais suivre cet appel, et encore une fois, je me suis dit, c'est pas pour rien quand même, on choisit vraiment notre chemin aussi en fonction de nos difficultés, quoi, parce que moi, la première, je me suis rendu compte il y a quelques années ça, à quel point j'étais déconnectée de mes énergies féminines, à quel point j'étais dans le yang, dans le fer, j'étais coupée de... Et là, je trouve ça, ce cheminement, il fait sens pour moi, et j'ai tellement hâte de pouvoir le transmettre dans d'autres espaces de stages, de retraite, peu importe la forme que ça prendra, je suis sûre que ça trouvera son... C'est excellent. C'est une belle vision, en tout cas. J'avais 2 questions aussi qui me reviennent. Tu as commencé aussi à animer des formations en ligne, si je comprends bien, des ateliers en ligne? Oui, alors ça c'est tout récent. J'ai voulu tenter le en ligne avec un premier atelier de peinture en ligne. Okay. Et ça s'est super bien passé. En fait, ça m'a ouvert les portes. Je pense que j'avais besoin de commencer comme ça, par un petit atelier, pour voir qu'en fait, en ligne, il y a plein de choses possibles. Et voilà, les croyances limitantes que j'avais sur le en ligne, en l'expérimentant, ça m'a fait changer d'avis. Et donc ça, c'est pareil, ça ouvre le champ des possibles, parce que je suis connectée. Et pour quelqu'un qui était très timide, je trouve que c'est pas mal comme étape franchie aussi, tu vois, déjà t'as commencé à t'afficher sur les réseaux sociaux, t'as un compte Instagram, tu as un site web, tu as peut-être d'autres médiums, je sais pas, et du coup t'as commencé déjà à parler de ce que tu fais, etc. Et là tu commences à faire des formations en ligne. Donc pour quelqu'un qui arrivait pas à parler devant des gens, c'est plutôt quand même pas mal, je trouve. C'est vrai. Mais étape. En fait, dans mon domaine, les ailes me poussent. D'accord. Je dépasse toutes mes peurs, parce que ma vision, je pense, elle est plus grande que mes peurs.
là où avant mes peurs me bloquaient parce que j'étais pas dans le bon domaine d'activité, je me sentais pas bien. Pas à ta place. Voilà. Et ben, j'avais aucune raison d'aller dépasser ces peurs. Et là, toutes mes peurs, c'est celles qui m'amènent chaque fois un petit peu plus loin dans ce chemin. Et j'avoue que c'est grâce à la peinture, là, tout ce chemin, c'est grâce à cette voie, en fait, qui est vraiment ma voie. Donc, et qui m'ouvre vers d'autres chemins, tout en restant en lien, parce que je pense que la peinture restera toujours en lien avec les autres choses que je vais proposer. Ouais. D'accord. Et par exemple, est-ce que tu as dans les gens qui viennent te voir ou qui te contactent, est-ce que tu as des artistes qui pourraient se demander comment vendre leurs tableaux ou autre, parce que on peut être artiste en termes de peinture, différentes formes d'art, tout un tas d'art, mais comment arriver à se vendre ou à se faire connaître sur la maîtrise des réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose aussi que tu abordes ou tu accompagnes les gens à ce niveau-là ou pas du tout? Alors non, je fais pas ça. Il y a une demande aussi peut-être ou pas, je sais pas. Ah, il y a une grande demande. Il y a aussi une grande offre. J'ai vu qu'il y avait pas mal de formations qui sont en ce sens pour accompagner les artistes. Et j'y ai pensé, mais il y a des résistances. Voilà, c'est pas le moment. Peut-être que ça se fera plus tard, mais pour le moment, je sais pas. En tout cas, ça m'a... Ça, c'est intéressant, tu vois, ton feedback, parce que arriver, tu vois, à sentir, à s'écouter, encore une fois, on revient au corps et au ressenti. Une femme, souvent, le ressenti est quand même assez développé, si on s'écoute. Arriver à se rendre compte que non, ça, c'est pas la voix qui me fait vibrer ou qui me parle dans l'immédiat ou tout court, et hop, on s'écoute, quoi, de s'écouter. De pas forcer dans une direction. En fait, j'ai mis de la conscience sur pourquoi non. Ça me plairait bien, mais je me sens pas encore légitime sur ce point-là, en fait, accompagner, parce que, en gros, c'est devenir coach business pour des artistes. Formatrice, ou autre. Voilà, c'est en chemin dans ma tête, mais j'ai pas... Un peu prématuré, ou c'est pas la voie que tu as choisi d'explorer pour l'instant. Ouais, voilà. Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite à suivre sa passion ou à changer de voie professionnelle? Qui hésite, en fait, tout dépend. La question, c'est comment tu te sens. Le curseur, il est pour moi à mettre là, c'est vraiment se demander comment je me sens là actuellement dans ma vie, et s'il y a des peurs, et en général il y en a, de changer de boulot, de changer de voie. Moi, j'ai été dans ce cas-là. Le constat au moment où j'étais salariée, qu'il fallait parce que j'ai commencé à bosser en tant que salariée à temps plein, et je me suis vue mourir à petit feu, quoi. Et en fait, quelque chose qui m'a beaucoup aidée et que je conseille autour de moi, c'est j'ai fait une liste. Plan A, si je reste dans ce boulot, et plan B, qu'est-ce qui se passe si je change de voie, je quitte ce boulot. Et en fait, dans la partie si je reste, il y avait que des choses négatives qui en découlaient. Donc si je continuais dans ce boulot, en gros, j'allais vers la dépression, quoi. Donc c'était clair. Et dans la deuxième colonne, en gros, il y avait toutes les possibilités, et j'ai aussi listé mes peurs. Ça, c'est super important pour moi de se mettre devant ces peurs. Donc je les ai listées. Ok, en changeant, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Et pour chacune des peurs, à droite, je mettais comment j'allais prendre soin de cette peur. Et en fait, pour moi, la clé dans les transitions, c'est ça. C'est pas d'un coup de trouver l'adrénaline, le truc où tu vas tout claquer d'un coup. C'est comment je peux faire une transition qui apaise mon corps, mon système nerveux, parce que ça sert à rien de se mettre dans une situation qui va créer un stress énorme. Donc c'est comment faire une transition la plus respectueuse, la plus douce, et prendre soin de chaque petite peur. Donc moi, par exemple, c'était oui, mais financièrement, comment je vais faire? En fait, je me suis dit ok, il faut que je trouve un temps partiel bien payé. Ça a été j'ai noté noir sur blanc, trouver un temps partiel bien payé. Crois-le ou non, j'ai matérialisé un temps partiel. Il y a que parce que vraiment j'étais claire dans ok, il me faut ce temps partiel pour développer cette activité et être sereine, que j'ai manifesté le truc que je pensais même pas possible, en fait, tu vois, un temps partiel qui me permet clairement d'être tranquille. C'était fou pour moi. Et pourtant, je pars avec, j'ai des croyances limitantes sur l'argent et tout.
j'en ai encore. Voilà, c'est un chemin, hein. Mais voilà, soyez clair avec ce que vous voulez et les transitions, comment les rendre les plus douces en écoutant vos peurs, quoi. D'accord. En, Donc, en les écoutant, en les prenant par la main, en les écoutant pas trop. Ouais. C'est bien parce que c'était un beau partage. Donc, avoir à la fois une définition d'objectif clair Ouais. et aller oser explorer ses peurs et une belle. Très important. Ça sert à rien voilà, s'il y a une peur, elle est là pour une raison. Faut aller la rassurer. Faut aller rassurer le. Merci beaucoup. Dernier conseil, la leçon la plus importante. Je pense qu'on en a un petit peu parlé, mais c'est en plongeant ténèbres que la lumière est née, quoi. Vraiment. Dans mon parcours, je peux m'autoriser mon potentiel et aller vers plus de qui je suis, en fait. C'est un chemin, chaque jour un petit peu plus me rapprocher et c'est passé par la rencontre de ces blessures, traumas. Donc après, chacun avec la manière dont il préfère, mais moi, derrière nos ombres, il y a notre lumière, donc ça vaut le coup, clairement, d'aller nos blocages. D'accord, merci beaucoup pour cet échange. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part, peut-être sur les réseaux? Je mettrai dans la description de la vidéo d'autres sources. Et merci à toi pour cet échange que j'ai trouvé très inspirant et qui était aussi une première autant pour toi que pour moi. Oui, c'est super. Donc merci à toi et puis merci beaucoup JB pour l'invitation et à très bientôt.